petite lanterne, la petite lanterne. Une lumière dans la nuit. L'épisode du jour s'intéressera à la question de la voyance, de la divination et de leur relation avec la spiritualité. Nous avons tous une opinion plus ou moins définie sur la voyance. Nous la percevons généralement comme une sorte de pratique anecdotique où se mêlent croyances et fantasmes. Elle serait une sorte de vestige archaïque et poussiéreux, permettant aux modernes en mal de surnaturel de flatter leur imaginaire et aux charlatans de tirer profit de cette quête d'extraordinaire. Mais finalement, et si la voyance était tout autre chose ? Et si les capacités extrasensorielles existaient vraiment et que leur usage réfléchi permettait réellement de s'approprier là un outil fort utile pour se diriger dans la vie ? C'est la thèse que défend mon invité du jour, Maud Christen, qui est ni plus ni moins la voyante française la plus célèbre et sans doute l'une des plus sérieuses. Exerçant la divination en cabinet depuis près de 35 ans, auteur de près d'une dizaine de livres, Maud Christen n'a rien de la voyante ordinaire. Oubliez donc un instant Madame Irma, car celle-ci n'est pas au rendez-vous. Car en plus d'avoir fait des démonstrations publiques répétées de ses capacités, Maud Christen s'est également prêtée, en tant que sujet psy, à des expérimentations scientifiques dont les résultats sont tout à fait étonnants et invitent quiconque ferait preuve d'honnêteté intellectuelle à revoir ses opinions sur le phénomène de la clairvoyance et de la précognition. Mais pourquoi donc notre société fait-elle un sort si absurde à la voyance ? Et que peut nous apporter l'usage de la divination, tant sur le plan matériel que sur le plan spirituel ? Ce sont ces questions que j'aborde ici avec Maud Christen. Bonjour Maud Christen. Tout d'abord, la première question que j'aimerais vous poser concerne la place qui est faite aujourd'hui en France au phénomène des capacités extrasensorielles et de la voyance. Une place qu'on cherche souvent à évacuer, minimiser, réduire. C'est en rencontrant les travaux de Bertrand Méheux que vous prenez conscience de ce que vous appelez l'exception française. Une exception qui fait que la France est un des rares pays à ne pas s'intéresser sérieusement au phénomène de clairvoyance, de précognition et plus généralement aux capacités extrasensorielles. Et je voulais savoir comment est-ce que vous expliquez ça ? Comment expliquer que la France tienne à ce point à se mettre des œillères concernant ses capacités ? Alors, je crois que c'est assez polyfactoriel. D'abord, il y a la question de la séparation de l'Église et de l'État, mais qui est une question récente, historiquement. Mais malgré tout, le problème qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui d'explication rationnelle. Il y a des théories, mais des théories qui n'ont pas pu être confirmées pour comprendre comment il est possible, physiquement parlant, de percevoir une photo dans une enveloppe close ou de percevoir l'évolution d'une situation ou même de décrire plusieurs années avant la personne que vous allez rencontrer, par exemple sur le plan de donner des indications extrêmement précises sur la personne que vous rencontrerez sur le plan affectif ou même de décrire une maison dans laquelle vous serez. Il n'y a pas aujourd'hui d'explication par rapport à ça. On ne peut pas le comprendre. Il y a plein de théories, mais alors là aussi, les histoires de physique quantique, moi j'ai absolument pas le niveau scientifique, vous voyez, pour parler de ces théories. On entend toujours beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui adorent parler de physique quantique, mais non, il faut avoir des connaissances beaucoup plus solides que les miennes, et que la plupart des gens qui s'intéressent d'ailleurs à ces questions. La difficulté, c'est que d'abord, la clairvoyance et même la psychokinèse, c'est-à-dire la possibilité d'agir sur la matière à distance, est une blessure narcissique. Il y a la question d'abord de la blessure narcissique, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que ce phénomène qui finalement remet en cause ce qu'une certaine physique avait découvert. Et ça, c'est quand même difficile à supporter. Après, il y a une question politique aussi, c'est que à un moment, l'Occident se lance dans une entreprise de colonisation phénoménale et qu'il se trouve que tous les colonisés ont en commun de n'avoir aucun doute sur l'existence de la clairvoyance et de la précognition, et ils l'intègrent à travers des dispositifs multicorrituels qui sont ceux de leur croyance ou de leur religion, bien que ce mot, si on ne veut pas dire n'importe quoi, s'arrête aux religions du livre. Mais là, on est dans un truc où il est important de se démarquer du sauvage. Le sauvage, c'est celui qui croit.
Et l'homme moderne, c'est celui qui sait. Et à mon sens, à ce moment-là, quelque chose d'irrémédiable se produit, c'est-à-dire que on ne se dit pas que cet homme sauvage, il sait autrement, on se dit qu'il croit et qu'on sait. Et puis surtout, il faut l'éradiquer. Mais il faut comprendre que même si, évidemment, on a brûlé des tonnes de sorcières, malgré tout, il y a une tradition d'ésotérisme chrétien, et que la question, par exemple, de la clairvoyance ou de phénomènes paranormaux est complètement acquise dans l'Église catholique. Vous avez des histoires, par exemple, comme Marie-Yvonne Aimée de Malestroit, qui avait des dons de clairvoyance, mais aussi la possibilité, les questions qui touchent à l'ubiquité, à apparaître à plusieurs endroits différents, et bien entendu, tout un tas de saints et tout un tas de mystiques ont à la fois des capacités de clairvoyance, de précognition et de guérison. Voilà. Et ça existe. Hein. On peut parler de Padre Pio, on peut parler de Marthe Robin, on peut parler, voilà. Mais il est clair que d'un côté, on a une Église qui veut soumettre ses capacités, qui veut les récupérer pour les marketer comme comment vous expliquer, pour en devenir le propriétaire, c'est-à-dire qu'en fait, les saints ont des visions et les sauvages font de la sorcellerie. Vous voyez, c'est important. Il faut que ça rentre dans un cadre qui est celui de l'Église catholique, avec l'idée du sacrifice, l'idée que finalement ce n'est pas très important. Sainte Thérèse aussi, qui avait des capacités. Bon. Donc, d'un côté, on a une Église qui épure le truc, le market, et le fait rentrer dans son système de pensée. Et puis de l'autre côté, on a une pensée scientifique qui veut se débarrasser de plus en plus de l'Église, d'abord de ses principes et de son autorité, mais aussi de tout ce que les questions de croyance, vous voyez, c'est-à-dire que d'un côté, il y a l'idée de la résurrection, vrai ou faux, et là on est clairement dans une question de croyance, et puis de l'autre, on est dans la question de les préconitions des saints, elles se vérifient. Mais tout ça finalement finit par être mis dans jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire que puisque ça appartient à un système qui veut intervenir dans la vie politique, comme l'Église l'a fait jusqu'à la séparation de l'Église et de l'État, en imposant ses façons de faire et ses façons de penser, eh bien, on va tout jeter à la poubelle, ça y compris. Et puis ça tombe bien, c'est une blessure narcissique. Voilà. J'ai aussi une idée beaucoup plus générale qui touche pas que la France, mais qui toucherait tout l'Occident. On est d'accord qu'aujourd'hui, on a des indicateurs scientifiques qui nous laissent imaginer, de manière tout à fait structurée, avec des centaines de scientifiques qui montent au créneau, qui sont des scientifiques durs et purs, et qui disent, voilà, si on continue comme ça, on va tous crever. Voilà, et ça, on l'a tous les matins. Et il se trouve que, d'une manière totalement, alors là, du coup, irrationnelle, et à mon avis, par rapport à un refoulement de l'irrationnel, l'ensemble je dirais, des systèmes de pouvoir, que ce soit économique ou politique, sont absolument incapables d'arrêter la voiture, alors qu'on voit le mur en béton armé, on sait qu'on est à 180, on sait qu'on va se le prendre, on sait qu'on va mourir, mais on n'arrive pas à appuyer sur le frein. Si ça, c'est pas irrationnel, qu'est-ce qui est irrationnel? Et il est clair que je pense que toute personne qui développe ses capacités psychiques devient parfaitement conscient de la codépendance qu'il y a entre l'homme et son environnement. À partir de ce moment-là, cette façon de percevoir le monde est une façon qui interdit le type de productivité et d'exploitation des ressources naturelles tel qu'on y est arrivé aujourd'hui. Vous voyez? Donc, éradiquer du champ social des personnes qui auraient pu prévenir est également indispensable. Il faut qu'on en rigole. Il faut qu'on soit des charlatans. Il faut qu'on soit des clowns. Il faut qu'on soit des gens ridicules. Vous voyez? C'est très important. Parce que il est clair que parmi les peuples qui mettent au centre de leur système de décision et qui intègrent dans leur dispositif médico-rituel la clairvoyance au centre même de leur système de décision, ces peuples-là n'auraient jamais pu se conduire avec le vivant comme on se conduit avec le vivant. C'est complètement antinomique. Vous voyez, là, il y a quelque chose d'antinomique. Et finalement, est-ce que quelque part, vous n'avez pas l'impression d'avoir réussi à faire bouger les choses? Parce que des émissions de télévision, comme il en existait il y a quelques années, où on présentait les voyants de façon complètement clownesque, de façon complètement absurde, tout ça, ça n'existe plus aujourd'hui, on n'en parle plus de cette manière-là. Aujourd'hui, il n'y a plus d'émissions de télé qui parlent de voyance, et quand on fait des articles dans la presse féminine sur la voyance, c'est toujours pour parler de la même chose, c'est-à-dire dire que les voyants doivent à la fois remonter le moral et dire la vérité, que ça doit pas influencer, que les voyants ne doivent pas influencer. Mais alors, si ça influence pas, à quoi ça sert? Enfin, vous voyez, c'est des espèces de créations
personne ne va voir un voyant de manière ludique et personne n'est pas influencé par cette parole, ça n'a aucun sens. Donc c'est une manière de présenter les choses qui est le plus loin possible de la réalité et qui de toute façon n'engage jamais sur le phénomène. Vous voyez, c'est ah Madame Machin, j'ai trouvé sympa, elle m'a fait du bien, mais elle t'a fait du bien pourquoi? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Bon, donc c'est toujours des façons, aujourd'hui comme autrefois, présenter la voyance, c'est en l'éludant. C'est en éludant la question des capacités extrasensorielles pour ramener le truc à une pratique sociologique, à des questions sociologiques et à une pratique, amener les choses du côté du pittoresque. Mais alors, Maud Christine, est-ce qu'on n'écarte pas aussi un peu la voyance du champ de nos considérations intellectuelles, parce qu'on identifie derrière la pratique de la divination quelque chose qui viendrait nous priver quelque part de notre libre arbitre? Je veux dire, quelque part, les modernes, la chose à laquelle ils sont le plus accros, c'est leur liberté, c'est-à-dire leur liberté à pouvoir avoir l'impression qu'ils sont en train d'organiser leur futur à l'aune de leurs désirs. Et peut-être qu'ils identifient justement dans la voyance quelque chose qui éventuellement pourrait les priver de leur libre arbitre, avec peut-être cette idée un peu maladroite du destin, du futur très rigide et très tracé. Qu'est-ce que vous auriez à leur répondre ? L'idée de libre arbitre, que ce soit au niveau philosophique ou au niveau, j'ai envie de dire, des religions du livre ou au niveau du New Age, c'est une idée très importante. Et bien souvent, on oppose la voyance et libre arbitre, sauf que ça n'a rien à voir. Et qu'au contraire, bien au contraire, c'est la divination qui permet le libre arbitre parce que l'exercice du libre arbitre demande de l'information. Vous voyez, c'est-à-dire que pour savoir comment je vais mener ma vie, il faut que je sois en position sachante, en possibilité d'avoir toutes les informations. Et je parle de choses vraiment les plus concrètes de l'existence, c'est-à-dire ça va de la maison que j'achète, je rencontre un homme ou une femme, peu importe, qui me plaît. Est-ce que finalement cette personne pourrait me convenir? J'ai envie de faire une formation de pâtissier. Est-ce que ça correspond à mon projet ou est-ce que finalement c'est le projet que mes parents ont pour moi? Bah tiens, je vais demander à la divination et là je vais avoir un éclairage de la faisabilité du projet. Donc non seulement la divination ne nuit pas au libre arbitre, mais elle permet de l'exercer comme toute autre source d'information. Vous voyez, toute autre source d'information. Vous allez vouloir acheter une maison. Vous allez avoir l'avis de l'agent immobilier. Peut-être que vous allez prendre l'avis de votre notaire, qui, quand il va commencer à voir les papiers de la maison, va vous conseiller ou non de le faire. Tout ça, des informations. Et la divination, eh bien, c'est une autre possibilité de sonder la réalité, finalement, d'une manière qui s'avère tout à fait pertinente, statistiquement parlant. Ça ne veut pas dire que ça se trompe jamais, mais j'ai envie de dire, tout se trompe, hein, y compris les sondages et les statistiques, on le voit à chaque élection, donc il y a des erreurs, il y a des imprécisions, ça fait partie de toute modélisation du futur, quelle que soit la manière dont cette modélisation est faite. Je vais même ajouter, vous voyez, dans un domaine où là, du coup, la voyance n'est pas compétente pour ça, qui sont les questions boursières ou les questions de change des monnaies, vous voyez. Eh bien, toutes les revues, le nombre de fois où des experts publient sur Internet des trucs qui sont faux, c'est absolument incroyable, le nombre d'erreurs qu'il peut y avoir. Et toutes les semaines, ils republient. Et toutes les semaines, les gens relisent à nouveau, exactement comme les prédictions économiques, qui chaque année s'avèrent fausses, les indices sur le changement climatique qui sont calculés, qui s'avèrent faux, et l'année prochaine, on recommence, et à nouveau, on se trompe. Bon. Donc, la divination, elle est quand même meilleure que tout ça. Ce qui ne veut pas dire qu'elle est infaillible, mais ce qui signifie qu'en termes de modélisation, des chances de réalisation d'une opération, quelle qu'elle soit, que ce soit se rapprocher de quelqu'un, acheter une maison ou faire un stage, elle va donner des informations qui vont permettre de se décider. Alors maintenant, pourquoi elle n'a aucun rapport avec le libre arbitre? C'est que dans le cas, par exemple, de l'achat d'une maison, si vous décidez, Jishmi, malgré les informations que je vais vous donner, parce que vous allez me proposer une maison, je veux dire, allez-y, elle est super. Si vous décidez finalement de ne pas l'acheter, eh bien, elle ne rentrera pas dans votre vie. Bon, donc en quoi ça change votre libre arbitre? En rien. Alors maintenant, bien souvent, et ça c'est vraiment important, et là du coup ça c'est très contemporain, beaucoup de gens confondent le libre arbitre avec la question de la toute-puissance. Je m'explique. Évidemment qu'il y a des domaines où la voyance ne vous laisse pas de libre arbitre, mais c'est en général parce que dans la question que vous posez, il y a quelque chose qui va être indépendant de vous et quelqu'un d'autre, qui peut être une personne morale ou une personne physique, j'ai envie de dire, va exercer son libre arbitre d'une manière qui ne va pas dans le sens de votre désir. Votre meilleure amie Jessica tombe amoureuse de vous, bah, vous êtes gay, donc inévitablement, si elle vient me voir en consultation,
il y a de fortes chances que je sois capable de lui dire ça va pas marcher. Bon. Alors, est-ce que ça change quelque chose à son libre arbitre? Non, parce que quand bien même elle ne serait pas venue me voir, quand bien même elle vous aurait fait une déclaration d'amour, en quoi ça aurait changé quelque chose à la réponse finale? Oui, donc finalement là, dans ce que vous dites, Maud Christine, on comprend que la voyance ne nous prive pas de notre libre arbitre, mais elle nous évite au contraire de confondre ce libre arbitre avec nos illusions. Mais alors, est-ce que c'est pas précisément là qu'on peut établir un lien entre la voyance et la spiritualité, au sens où l'un comme l'autre ont pour objet de nous permettre de dépasser nos illusions en vue de davantage de lucidité? Et là, bien sûr, je parle pas de la spiritualité moderne, un peu New Age, où au contraire, tout est fait pour renforcer nos illusions et pour donner écho à nos désirs. Mais je parle bien d'une forme de spiritualité authentique, que semblent d'ailleurs partager tous ces peuples qui ont placé la divination à sa bonne place, c'est-à-dire au centre de leur système de décision. Est-ce que finalement ces peuples n'ont pas mis la voyance à sa bonne place précisément parce qu'ils étaient en contact avec une forme authentique de spiritualité qui sert à leurs yeux le même objectif? Alors, probablement, mais je n'ai pas assez de... Ce que vous dites est une piste de réflexion, mais n'étant pas anthropologue, ce que vous dites résonne en moi de manière instinctive, c'est-à-dire que je pense que vous avez raison. De toute façon, le fait d'utiliser la spiritualité comme une crème de soin, comme quelque chose qui a à voir avec la fuite en avant, le bien-être, le renforcement justement des illusions, est quelque chose qui ne peut naître que dans des sociétés riches. Vous voyez? C'est-à-dire que quand vous êtes confronté à des questions qui sont des questions de survie, à travers la chasse, à travers les déplacements, je pense au peuple nomade, quand vous êtes confronté à des questions de médecine dans un univers où il n'y a pas de bloc opératoire, d'abord, l'idée d'imaginer que la voyance est du côté du champ des croyances, comment, depuis la nuit des temps, depuis la préhistoire, sur tous les continents, des hommes auraient pu continuer d'utiliser un système qui n'aurait pas fonctionné, alors qu'ils n'en ont absolument pas le luxe. On va même pas dire que le Viking est à l'origine de l'écriture chinoise. Les pratiques divinatoires autour du Viking, les hexagrammes du Viking sont à l'origine de l'écriture chinoise. On n'est vraiment pas dans une pratique de caniveau. Il est clair qu'aujourd'hui, dans des sociétés non traditionnelles, la voyance est à la fois un univers complètement contre-initiatique où il est question de permettre aux êtres de poursuivre des illusions de manière à tenir debout. Et c'est l'antidépresseur du pauvre. Ou bien une sorte j'ai envie de dire, de SOS amitié payant, mais qui n'a plus rien à voir avec de la divination. Et la question d'aller mieux, la question du bien-être, la question de dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Il est clair que cette pratique actuelle que nous avons dans notre monde est complètement à l'opposé. Dans des sociétés traditionnelles, la voyance, au contraire, est au cœur, est au centre de la décision, est au centre de la société, et elle est au centre de la société parce que justement on voit que ça marche, parce que justement le chaman guérit, parce que justement Nechung permet à sa sainteté, le Dalai Lama, par une vision, je crois qu'il a eu en 58 ou 59, je me rappelle plus, par le Nechung actuel, celui qui était précédent, de s'enfuir parce qu'il voit le trou dans le mur qui va permettre de s'enfuir. Donc arrêtons avec l'idée de la brosse à reluire pour les égos, de parle-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Il se passe autre chose dans une consultation de clairvoyance et de précognition qui n'a rien à voir avec ce type de pratique. Alors, est-ce que la spiritualité, pour revenir à votre question, la vraie spiritualité, il est en train de se passer quelque chose de vraiment compliqué en Occident, qui est une dérive. Il est clair qu'on a le sentiment qu'aujourd'hui, l'idée de la spiritualité, c'est d'expliquer à chacun que finalement, il peut obtenir absolument tout ce qu'il veut, à travers un lot de trucs et astuces qui va lui permettre d'exprimer le plus possible ses désirs. D'accord ? C'est vraiment complètement contre-initiatique, puisque le propre de la spiritualité, c'est justement au contraire d'arriver à justement mettre ce désir à distance, ce qui ne veut pas dire qu'il faut se punir, ce qui ne veut pas dire qu'il faut avoir une vie monastique, ça signifie qu'on va se raccrocher justement à la part de nous-mêmes qui n'est pas dans des questions d'accomplissement, qui n'est pas dans des questions de réalisation, mais qui est au contraire dans des questions de détachement, d'éternité et de conscience de sa part divine qui restera bien après notre vie, quand notre corps ne sera plus là. Voyez ? Et toute la question de la spiritualité, finalement, c'est de s'ancrer sur une perception du monde qui permette de relativiser la réalité matérielle et également de trouver du sens dans le fait d'avoir un comportement qui soit bon pour nous et pour les autres.
voyez. Et je trouve que la spiritualité telle qu'elle est diffusée aujourd'hui fait complètement l'impasse sur des questions morales. La question, c'est pas d'être meilleur pour soi et pour les autres. La question, c'est d'être plus performant. Mais alors, Maud Christine, comment est-ce que vous vous représentez l'intérêt que peut avoir la voyance pour notre monde moderne occidental, où précisément la spiritualité a quand même été assez évacuée? Je vous demande ça parce que quand on regarde notre époque, par plein d'aspects, elle est quand même en désordre, cette époque qu'on traverse, et on compte plus le nombre de crises qui s'y succèdent. Alors, est-ce que de ce point de vue-là, selon vous, la divination peut apparaître comme un outil qui permettrait de remettre un petit peu d'ordre dans tout ça? C'est-à-dire que je sais pas je sais ce que la voyance peut permettre aux gens, c'est de gagner du temps, de savoir ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils peuvent pas faire, ce qu'ils doivent faire, ce qu'il faut qu'ils évitent. C'est un GPS, voilà, et c'est un GPS absolument fabuleux. Je sais pas si la voyance peut remettre de l'ordre, elle peut remettre du sens, parce que quand mes élèves terminent leur séminaire, ils sont modifiés profondément. Ils sont modifiés parce qu'ils savent qu'il y a une part d'eux qui peut accéder à des vérités, ils ne le soupçonnaient pas toujours, ou alors ils en avaient une petite idée mais ils ne savaient pas jusqu'où ils pouvaient aller. Ils ont compris que le monde physique était le monde matériel, le monde physique, le plan physique était en permanence doublé par un autre plan qui était supérieur, et que dans cet autre plan, ce qui était en train de se tramer pouvait apparaître comme dans un miroir. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils sont tout à fait conscients qu'il y a une autre dimension que la dimension matérielle. Et en cela, la voyance a une dimension spirituelle, pas au sens forcément de le rattacher à une tradition, puisqu'il y a une universalité de ses capacités dans toutes les cultures et dans toutes les religions. Mais ce que ça leur donne, c'est la compréhension que le monde physique et le monde des cinq sens n'est pas le seul monde, qu'il y a un autre monde. On ne sait pas bien toujours de quoi ce monde est fait. Moi-même, j'ai pas de prétention, je ne prétends pas savoir de quoi ce monde est fait. Mais je sais qu'il existe. Et je sais que, parce que je fais ça, c'est mon travail, ça fera 35 ans l'année prochaine, je sais que je peux aider des personnes à se diriger de manière à ne pas perdre de temps. Voilà. Et que ça va fonctionner. Avec toujours le même sentiment d'émerveillement. Oui. Je n'ai pas perdu du tout d'émerveillement. Je ne crois pas qu'il y ait un travail plus utile, mis à part être urgentiste dans un hosto. Je ne crois pas qu'il y ait un travail plus utile que le mien. Oui, donc si j'entends bien ce que vous dites, la voyance redonne du sens parce que les informations fournies par la voyance permettent aux individus de se diriger un peu plus correctement dans l'existence. Et finalement, vous, votre travail, c'est de leur fournir ces informations. Oui, absolument. Moi, ma spécialité, pendant que vous êtes vivant, c'est d'essayer de faire en sorte que vous perdiez le moins de temps possible dans votre vie, en fait, et que vous accédiez à toutes vos ressources et à toutes vos possibilités. J'entends par exemple souvent ce truc, la voyance est un acte d'amour. Enfin, soyons sérieux, vous ne pouvez pas aimer plusieurs centaines de personnes par an, vous voyez, ou des milliers de personnes que vous croisez dans votre vie, c'est pas la question. Mais en tout cas, la consultation est un acte de réajustement, de rétablissement, de rééquilibrage, de réouverture de chemins qui sont bouchés, qui sont bloqués, de remise en perspective. J'ai envie de dire, c'est de l'urbanisme, c'est de l'architecture, c'est de la création, c'est un mécanisme qui est extrêmement, qui est d'une incroyable utilité. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une chose, je pense que je dois partager avec les urgentistes, le fait de ne jamais me demander est-ce que ce que je fais, ça sert à quelque chose? Et bien simplement parce que j'ai des mois d'attente pour me voir un rendez-vous, mais parce que vraiment, au moment où je le fais, je vois déjà les choses en train de bouger. Vous voyez, c'est quand même super. Cette parole, vous voyez, elle agit comme un scalpel. Elle va couper quelque chose qu'il faut couper, qu'il faut arrêter. Moi, j'ai souvent eu l'impression d'arrêter des TGV, quoi. Vous voyez ? Et c'est un travail très utile. Et même quand c'est futile, parce qu'on va parler par exemple de la voyance par rapport au monde de l'entreprise. Bon, vous voyez, moi j'ai des entreprises que je suis depuis des années, etc. Une cliente rachète une boîte et je lui fais remarquer que la personne qui est au RH et quelqu'un a problème. Elle me dit tiens, c'est curieux, j'aurais pas pensé. Bon, 4 mois plus tard, on arrive avec un prud'homme gigantesque, des menaces de grève, enfin bref. Bon. Mais le fait que cette femme ait été prévenue, comme elle me connaît bien, ça fait des années que nous travaillons ensemble, il est clair que quand je lui ai dit ça, elle a commencé à faire attention. Bon, elle a commencé à faire attention, ça veut dire qu'elle a commencé à être beaucoup plus vigilante, à faire un petit peu plus attention aux notes qu'elle recevait. Et en effet, elle a dû gagner. Ça n'a pas empêché les choses de se produire, mais elle a gagné du temps. C'est-à-dire que dès que ça a commencé à friser, quoi, elle a immédiatement pu prendre les devants. Donc, à un moment, la divination, ça se confronte. Vous voyez, c'est pas
c'est pas une lecture symbolique. C'est pour ça quand j'entends, vous voyez, cette phrase souvent qu'on accole à la voyance, croire ou pas croire à la voyance. Je peux croire en la réincarnation, je peux croire en Jésus, je peux croire en la rédemption, je peux croire en la Vierge Marie, mais je peux pas croire en la divination parce que quand j'utilise une mancie, que j'accepte d'apprendre cette mancie, que je l'utilise selon des règles qui sont bien précises, et que je confronte ce que j'obtiens à ce qui va se passer, j'ai, dans un nombre de cas qui est vraiment extrêmement intéressant statistiquement, une réponse qui va être fiable. Vous voyez? Donc c'est pas une question de croyance. C'est comme si je vous disais, est-ce que vous croyez aux antibiotiques? Alors maintenant, il y a des gens qui sont complètement résistants aux antibiotiques, d'autres que ça rend extrêmement malade. Il y a plein de gens que ça provoque des trucs épouvantables. Donc ça ne veut pas dire que c'est bon pour tous ou que c'est infaillible. Ça veut juste dire que voilà, dans un certain nombre de cas, quand même, une molécule qui va terminer en sine, eh bien, elle va quand même vous permettre de régler pas mal d'infections. Voilà. Et bien la divination, j'ai envie de dire que dans un certain nombre de cas non négligeables, face à des questions de choix, d'orientation, de connaissances, elle va vous permettre de vous orienter. Voilà. C'est un art de combat pour ne pas perdre son temps. La divination est un art de combat pour ne pas perdre son temps. Et aussi pour ne pas faire des bêtises, vous voyez, pour ne pas... parce que notre histoire nous influence à chaque instant. Votre éducation, la façon dont vous avez interagi avec vos parents, mais aussi la façon dont vos parents interagissaient socialement avec le monde. Toutes les sciences sociales ont passé leur vie depuis plus d'un demi-siècle à répéter qu'on était conditionné. Ça dérange personne. La psychanalyse, la sociologie ont expliqué qu'il y avait certaines formes de conditionnement. Bon. Ces conditionnements font que, dans un certain nombre de cas, vous allez ne pas avoir des réactions qui sont adéquates. Parce que vous allez avoir les réactions de votre famille qui ne sont pas les bonnes, parce que vous allez faire trop confiance, pas assez confiance, peu importe. Vous allez réagir parce que vous avez une expérience. Et cette expérience, ce qu'elle va vous souffler de faire, n'est pas en accord avec le moment. Or, finalement, toutes ces mancies, du Yiking qui est la mancie suprême, en passant par un bel oracle traditionnel comme l'oracle Béline, qu'on devrait appeler l'oracle d'Edmond si on était juste, eh bien, à un moment donné, ils vont vous indiquer le meilleur chemin possible par rapport à la question que vous êtes en train de poser. Et plutôt que de prendre une décision par rapport à ce que vous redoutez, ce que vous croyez, par rapport à ce que votre père aurait fait, par rapport à ce que votre mère vous aurait empêché de faire, vous allez vous comporter, vous allez vous conduire de la manière la plus adéquate pour que quelque chose fonctionne. Et ça, c'est quand même extrêmement précieux. Maintenant, une fois de plus, si vous voulez vivre une histoire d'amour avec quelqu'un qui vous aime pas, si vous voulez commencer le patinage artistique à 53 ans et demi, c'est pas la peine. Il y a aussi des limites. Voilà. Vous écoutez La Petite Lanterne. Une lumière dans la nuit. La Petite Lanterne. Alors là, dans tout ce que vous dites, il y a déjà énormément de choses à exploiter sur un plan philosophique. Parce que finalement, quand vous parlez de choses comme de l'adéquation avec le moment, des bêtises à ne pas faire, finalement, on a l'impression que l'usage de la divination répond au même objectif que s'était fixé la philosophie au travers de son père qui était Platon, en posant la grande question: comment faut-il vivre pour bien vivre? En fait, j'ai l'impression que quand je vous écoute, la divination permet de comprendre comment faut-il vivre pour bien vivre. Et finalement, ça nous amène à envisager les choses non pas du tout sous l'aspect d'une morale. Il n'y aurait pas derrière tout ça une espèce de morale avec des choses qui sont absolument bien, absolument mal, mais il y a une forme d'adéquation juste avec le moment. Et ça, c'est très intéressant, je trouve. Alors, il y a la question morale, elle est ailleurs, et je voudrais quand même y revenir après. Mais en effet, il n'y a pas de... Comment vous expliquer ça? Ce sont les situations qui déterminent si vous devez être conquérant, si vous devez être attentif, si vous devez être passif, si vous devez vous autoriser à vous mettre en colère, s'il faut trancher, s'il faut se soumettre. C'est le moment, c'est la situation qui détermine ça. Vous voyez, il n'y a pas de grand principe. On peut imaginer, par exemple, des situations dans lesquelles malheureusement on n'a pas le temps d'utiliser la divination. Mais imaginez un hold-up. Vous avez des gens qui s'en sortent parce que ils sont armés et qui se défendent. Vous avez des gens qui s'en sortent parce que directement ils se mettent au sol. Vous avez des gens qui s'en sortent parce qu'ils arrivent à séduire plus ou moins le
le ravisseur en faisant semblant de se soumettre et puis finalement ils envoient un signal avec un bouton placé sous la caisse sans qu'on les repère. Il n'y a pas de bonne façon de faire. Ça va dépendre du hold-upper, ça va dépendre du moment. Et finalement, c'est comme si la vie c'était une espèce de hold-up permanent. Vous voyez, c'est-à-dire que vous êtes en permanence dans des situations où vous êtes confronté à des problèmes dont vous ne connaissez pas, dont finalement les perceptions logiques, analytiques, les informations que vous pouvez avoir ne sont pas toujours suffisantes pour faire un choix. On va prendre un exemple très simple, l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, la maison. Vous allez acheter une maison. Vous allez avoir des informations sur les propriétaires, vous pouvez avoir des informations éventuellement sur ce qui s'est passé, vous pouvez essayer de regarder un petit peu le voisinage, sauf que le voisinage, il peut être celui-là aujourd'hui, et si ça se trouve, dans un mois, il va être un autre voisinage. Vous pouvez avoir des informations, évidemment, sur ce qui peut se construire autour de cette maison, mais il y a tout un tas d'éléments qui peuvent très bien vous échapper, qui n'échapperont pas à la divination. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que moi, je vois que là où j'apporte une valeur ajoutée à mes clients, c'est là où l'expert de la question s'arrête et où moi je peux commencer. C'est-à-dire que bien souvent, on va parler par exemple de recrutement. Je vais être d'accord avec l'expert, allez, on va dire dans 70% des cas. Et puis il y a 30% où je vais dire ah non, 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 où je vais dire oui, 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 oui. Et puis après, finalement, on se rend compte que c'est le petit plus de la divination, là, il a vu que la personne avait quand même des problèmes, ou au contraire, ça valait vraiment le coup de lui faire confiance. Voilà. Donc là, on est sur ce petit plus. Alors évidemment, quelque part, la divination, c'est un mode de vie. C'est pour ça aussi que cette idée de il ne faut pas être addict à la divination, ça veut dire quoi? Il ne faut pas être addict aux voyants quand on appelle des voyants pour poser éternellement la même question. Exemple, je suis amoureuse de Gérard. Gérard est marié. Gérard n'en a rien à faire de moi. Il couche avec moi, peut-être de temps en temps, mais c'est tout. Et voilà 5 ans que je suis piégée dans cette affaire. Et 5 ans que j'appelle et que je vais voir tout un tas de voyants pour leur demander alors, Gérard. Et dans le lot, il y a tout un tas de gens qui vont finalement me raconter un Gérard qui quitte sa femme, un Gérard qui m'aime, un Gérard qui n'ose pas, un Gérard qui voudrait, mais un Gérard qui ne peut pas. Et un Gérard qui aimerait certainement, mais qui n'est pas encore prêt parce qu'il a été traumatisé par sa maman. Bon. Là, évidemment, si vous allez voir un voyant honnête, d'abord, normalement, au premier coup d'œil, il devrait voir que Gérard, vous ne le voyez pas beaucoup, il devrait voir que Gérard, il ne vous écrit pas beaucoup, il devrait voir que Gérard, il ne vous a pas fait de cadeau pour votre anniversaire, qu'il ne vous a pas souhaité Noël. Il devrait voir que Gérard, il appelle à 5h pour venir à 6h et qu'à 6h20, il est déjà reparti. Vous voyez, voilà. Mais dans la mesure où, dans le monde dans lequel nous vivons, autour d'espaces authentiques de divination existe aussi tout un tas de services qui n'ont strictement rien à voir avec ça et qui finalement produisent des fictions autour de votre question. C'est une production de fiction, c'est Hollywood, ça tourne. Voilà. Et on vous invente plein de trucs avec votre Gérard. Et évidemment, là, c'est tout à fait toxique parce que vous vous dites, mais c'est bizarre, X m'a dit ça, Y m'a dit ça, vous dites comment m'en sortir. Alors vous appelez Z, Z vous dit un nouveau truc, vous dites ça, c'est intéressant. Ça, c'est de l'addiction. Mais en quoi, non mais franchement, en quoi utiliser des mancies qui, d'une manière statistique, vont vous donner des réponses qui sont justes, en quoi utiliser ces mancies aurait quelque chose à voir avec de l'addiction? Est-ce que quand je regarde où je vais en voiture, quand je conduis, je suis addict à mes yeux? Ou est-ce que je suis juste consciente? Est-ce qu'il vaut mieux que je regarde la route ou est-ce qu'il vaut mieux que je regarde mon portable quand je conduis? Quand vous vivez, est-ce qu'il vaut mieux vous fier uniquement à vos sens physiques ou à votre 6e sens et aux mancies que vous avez apprises pour vous diriger, avant de vous piquer la colère qu'il ne faut pas avec l'ami qui vous a rien fait, de, au contraire, vous installer dans une relation complètement toxique avec quelqu'un qui n'en a rien à faire de vous? Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Bon. Donc, cette idée de toxicité autour de la divination, elle me révolte dans la mesure où c'est une façon de dire que quelque part, cette pratique, elle est dangereuse. Alors, on ne sait pas très bien pourquoi elle est dangereuse. J'ai même eu un jour quelqu'un en conférence qui me dit « Est-ce que quand on va voir un voyant, ça vous influence ? Est-ce que si je vais voir un avocat, ça vous influence ? Ça m'influence. Est-ce que si je vais voir un médecin, ça m'influence ? Oui. Si je vais voir un médecin et que ça ne m'influence pas, alors qu'il me dit d'arrêter de fumer, bon, ce qu'il n'ira pas à me dire parce que je ne fume pas, mais il est évident que si je vais le voir, lui aussi va faire un pronostic. Mais si je vais le voir, c'est parce que je veux être influencé par ce pronostic. Sinon, je ne vais pas le voir. L'idée qui tourne autour de la ludicité de la mancie est une idée folle. C'est une idée folle. C'est une idée complètement folle. Et c'est une idée complètement folle parce que toute parole dite sur le mode divinatoire est une parole qui résonne particulièrement fort. Imaginez demain, vous êtes dans la rue, vous avez une gitane qui vous prend la main et qui vous dit « Oh là là, attention quand tu conduis ». Je peux vous assurer que même si
Vous voyez bien qu'elle n'est pas dedans, qu'elle veut une pièce. Ce qui ne veut pas dire que les gitans ne sont pas experts en divination. Je suis juste en train de parler d'un mauvais usage de la divination. Il est évident que pendant 15 jours, quand vous allez arriver au croisement, vous allez être influencé. Donc l'idée de « je suis allé voir un voyant parce que je voulais juste voir », c'est pas possible. Et c'est là où il y a une vraie toxicité. La toxicité, elle n'est pas d'utiliser la clairvoyance dans sa vie, en apprenant soi-même des oracles, en développant son sixième sens ou en consultant des experts. Elle est dans s'imaginer qu'on fait quelque chose de ludique et qu'on ne prend pas au sérieux, alors qu'au contraire, c'est extrêmement sérieux. Et que si c'est fait d'une façon qui n'est pas, de même que on a régulièrement des histoires, il n'y en a pas beaucoup heureusement, hein, mais de prise de sang avec des fausses informations, parce qu'il y a un échange sur les étiquettes du nom des patients, c'est dramatique. Quelqu'un qui vous dit Gérard, il est fou amoureux de vous, mais il n'ose pas parce qu'il a eu des traumatismes avec sa maman, il vous fait perdre 5 ans de votre vie. Vous voyez? Donc c'est pas rien, c'est quand même une responsabilité. Et il peut pas y avoir de ludicité. C'est pour ça que l'utilisation de la voyance, souvent on voit ça dans les magazines féminins, amusez-vous cet été, vous tirez les cartes. C'est pas amusant. C'est pas amusant du tout. Hein. Il m'arrivait des épisodes bizarres. Par exemple, j'attendais le bus dans la grisaille et le froid d'une triste journée d'hiver, et soudain, je me sentais prise d'amour pour tous les êtres. Ils me semblaient partager leurs pensées. Je vivais tout à coup dans un monde harmonieux, où une place m'était réservée. Tout me semblait parfaitement juste, à la fois déterminé d'avance mais flexible, grâce à la compréhension que je pouvais réussir à en avoir, comme si la réalité avait eu plusieurs étages, et réclamait de ma part une sorte de participation. C'était comme si une voix m'avait dit « Regarde le monde autour de toi. Vois comme tout a de l'importance, comme la perfection qui est cachée en chaque chose n'a besoin que d'une certaine qualité de regard pour se révéler. Écoute la vie s'accomplir comme par magie, pleine de beauté discrète, de liens cachés, de sens. » Maud Christen, Ma vie et l'invisible. Maud Christen, quand j'ai relu ces lignes dernièrement, je me suis demandé, mais finalement, quelle est cette participation active qui nous est demandée ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette qualité de regard se mette en place et que cet émerveillement dont vous parlez se produise ? En fait, pour que cet émerveillement se produise, il faut être dans le silence. Vous voyez, c'est vraiment la question du silence intérieur, de l'absence, de la capacité à s'oublier totalement. Voilà. Et ça fait partie de ce que j'apprends à mes élèves, parce que pour voir, on passe à travers différents stades. D'abord, on apprend des formes de remémoration qui sont des remémorations à la fois affectives et émotionnelles et sensorielles. Et ensuite, on apprend à devenir l'autre. Alors, il y a des exercices, par exemple, où j'apprends à mes élèves à devenir un chimpanzé ou à devenir une fleur de lotus. Et j'obtiens des textes absolument extraordinaires. Les gens, quand ils font l'exercice, la manière dont je leur apprends à le faire, ont vraiment l'impression de sentir les racines dans l'eau, quoi. Vous voyez, de la fleur de lotus ou le dos puissant du chimpanzé. Et on se rend compte que finalement, ce moi qui nous emprisonne, on peut assez facilement, d'abord par des pratiques qui sont imaginaires, arriver à s'en débarrasser. Cet émerveillement, il vient dans le total abandon, dans le renoncement à imprimer quoi que ce soit. Alors justement, dans les pratiques tantriques, notamment dans le bouddhisme tibétain, il y a tout un tas de visualisations comme ça, où on apprend à devenir l'autre, à incarner tel yidam, à incarner telle divinité symbolique. Et tout ça, ça vient petit à petit dissoudre forcément le sentiment du moi, l'ego, et éveiller la compassion. Est-ce que de ce point de vue-là, vous avez le sentiment que vos élèves, ou vous-même d'ailleurs, sont un peu plus aptes à la compassion à force de pratique? Alors là, j'ai aucun doute parce que j'ai beaucoup d'élèves qui en parlent et qui parlent de la tolérance que ça amène chez eux, beaucoup d'élèves qui parlent du rapport aux animaux. Alors tous ne deviennent pas végétariens, mais j'ai de très nombreux témoignages d'élèves qui disent mon Dieu, maintenant je ferai attention parce que je vois que la sensibilité, elle est partout, elle peut être dans le monde animal. Ça les amène aussi parfois à une compréhension de l'autre en tant que... Comment vous expliquer, une compréhension plus incarnée des mobiles de l'autre. Et je me souviens d'un élève qui m'avait dit, depuis que j'ai fait ce stage, j'ai pu rentrer dans mon père violent, j'ai pu rentrer dans les problèmes d'alcool de mon père.
et ça n'excuse pas le mal qu'il a fait à l'enfant que je suis, mais ça m'a permis de le pardonner parce que j'ai vu à quel point il n'était plus maître de lui-même. Vous voyez? Donc ça peut permettre aussi de comprendre certains états, pas pour systématiquement dédouaner les agresseurs, ce qui à mon avis est une assez mauvaise idée. Il y a une psychologue d'ailleurs qui s'appelle Alice Miller qui a écrit des choses assez intéressantes là-dessus, sur le pardon systématique qui finalement nuit aux victimes. Donc l'idée, c'est d'être plus tolérant et simplement d'être plus conscient. Et c'est vrai que la pratique de la divination dissout. Moi, je sais que la divination me permet de voir à quel point chaque jour tout est relié, que je sais que tout ce que je produis dans le monde, tous les actes que je fais, à la fin de ma vie, je vais y être confrontée. C'est-à-dire que quand je vais quitter ce corps physique, tout ce que j'aurais produit, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, là, maintenant, mais vous voyez, il y a 10 jours, j'ai trouvé une chouette qui est blessée, je la soigne. Bon, j'essaie de la soigner, peut-être je la sauverai, peut-être je la sauverai pas, mais je sais qu'aujourd'hui, je la nourris, je lui permets de faire du bien. Je sais que quand je partirai dans l'autre monde, à ce moment-là, je le revivrai. Dans ma peau à moi, mais aussi dans sa peau à elle, qui est soignée, qui a des calmants, on a trouvé un vétérinaire spécialisé, etc. Mais en sens contraire, si je trahis, si je mens, si j'exerce de la violence, si je fais des pressions, si je détruis des êtres autour de moi, je vais également revivre ma situation au moment où je nuis et je vais également reprendre absolument et intégralement toute la douleur que j'ai provoquée. Vous voyez? Donc, dans la mesure où la divination amène la conscience de cette reliance, ça amène inévitablement l'idée de je ne dois pas nuire. Et d'ailleurs, j'ai même envie de dire, j'en ai pas envie. Vous voyez? C'est-à-dire que je vais pas m'embêter avec ça parce que je sais que ce n'est pas bon pour l'autre, mais d'abord, c'est pas bon pour moi. C'est un peu la différence entre l'éthique et la morale finalement. Tandis que la morale procède d'un commandement supérieur et qu'elle impose des absolus, le bien, le mal par nature, tu ne mentiras pas, donc tout mensonge est dans la catégorie du mal. Il y a quand même des gens qui ont caché des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale et quand ils disaient non, il n'y a pas de juifs chez moi, ils ont fait du bien autour d'eux, donc il n'y a pas d'absolu. Et finalement, l'éthique est beaucoup plus relative, circonstanciée et presque plus naturelle quelque part. Oui, absolument. Et c'est la question de l'éthique, c'est pas la question de la morale. Parce que, par exemple, la divination peut tout à fait conseiller de cacher quelque chose, de ne pas dire quelque chose, de ne pas, alors parfois pour ne pas blesser, mais aussi parfois pour se protéger. Oui. Il est évident qu'une femme qui doit quitter son logement et qui est en menace, qui peut être victime d'un féminicide, ne va pas dire la vérité à son mari quand il lui dit tu vas où? Enfin, ça n'a aucun sens. Mais toute la difficulté, c'est de ne pas se laisser entraîner. Vous voyez, c'est-à-dire que vraiment, le besoin de nuire, le besoin de faire le mal, le besoin d'exercer du pouvoir est vraiment quelque chose qui, au bout d'un moment, disparaît parce qu'on voit bien cette simple, enfin, l'idée vraiment ne fais pas aux autres ce que vous ne voudrez pas qu'on te fasse, quoi. Enfin, moi, je suis complètement ça, c'est vraiment une phrase qui me paraît résumer la manière dont on doit se conduire. Et ça, c'est quelque chose auquel la divination amène. Alors Maud Christen, en 2004, vous partez à Dharamsala et vous rencontrez à cette occasion Nechung, l'oracle d'État du Tibet. Je sais que ce voyage vous a beaucoup marqué, alors accepteriez-vous de revenir dessus un instant avec nous et de nous expliquer ce que vous en retenez aujourd'hui encore? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que j'ai profondément aimé chez les Tibétains, c'est une forme de consistance. Comment vous expliquer un alignement intérieur, une consistance, une capacité de résilience, un niveau de construction d'âme qui est d'autant plus frappante que je vis dans un monde où les personnes que la société nous propose en modèle sont dans la colère, dans l'ironie, dans le désespoir, dans toutes sortes d'émotions, particulièrement négatives et particulièrement déstructurantes. Quand vous voyez la place, par exemple, de la violence dans les séries télévisées, les débats qui sont qui ressemblent de plus en plus à des combats de chiens, dans laquelle la question de se laisser emporter par les humeurs les plus sombres et les plus radicales sont au cœur de tout. Il y a une espèce de trafic de l'émotionnel. Comment on pourrait dire qu'on fait du trafic d'ivoire? Vous voyez, notre société abuse, fait une overdose d'émotionnel.
la peur, le désir, l'envie, la rage, la tristesse. On adore. Et puis vous arrivez dans un monde où on a le sentiment que la préoccupation des êtres est inverse, c'est de se soustraire, d'éviter d'être emporté, de se raccrocher en permanence à ce qu'il peut y avoir de plus beau, de plus grand, de plus solide en soi. Ce que j'ai senti, c'est la profonde solidité, la profonde gaieté des êtres que je croisais. Mais au travers de tout ce que vous m'avez dit jusqu'ici, Maud Christine, j'ai vraiment le sentiment que la divination, c'est pour vous un outil formidablement pratique et utilitaire, et bien que vous soyez toujours attentive à distinguer les pratiques divinatoires des pratiques proprement spirituelles, on sent quand même dans vos propos la possibilité d'une vraie rencontre entre les deux. Ça apparaît parfois assez nettement, notamment dans certains de vos livres, et je pense là à Fille des étoiles évidemment, où vous vous interrogez sur la nature de ce qui semble vous donner ces informations. Est-ce qu'il y a derrière tout ça un esprit, un guide? On sent que ce sont des questions chez vous que vous vous êtes tout de même posées. Alors, quelle réponse est-ce que vous en tirez aujourd'hui? En fait, et vous êtes bouddhiste, donc vous allez être d'accord avec cette idée. À mon sens, l'incarnation est un état de coupure, est un état de souffrance, est un état de coupure, est un état de limite, qui finalement limite un être dans la matière, dans le corps. Et ce corps, et cet esprit et ce mental, il va lui permettre de faire des choses extraordinaires, parce que regardez, on est en train de discuter à des milliers de kilomètres et on y arrive, ça sort bien de l'esprit humain, ça sort pas de la divination, donc la divination n'a pas réponse à tout, et parfois vive la technologie, mais le propre de l'incarnation, c'est d'être dans un état de séparation, et je dirais aussi, à mon sens, de chute. Alors après, si vous êtes gnostique, si vous êtes bouddhiste, vous pouvez imaginer en tout cas moi la perception que j'ai, c'est qu'il existe un plan supérieur, évidemment à la matière, j'en suis absolument convaincue, et que ce plan supérieur, alors est-ce qu'il veut nous aider? Est-ce que je peux le retrouver? C'est probablement les deux conjugués. Est-ce que ce plan peut m'aider? Est-ce que je peux le retrouver? C'est peut-être une double intention. Vous voyez? Peut-être un savoir absolu. Alors là, on est vraiment là, du coup, je sors complètement du sujet de divination, parce que là, je suis dans ma propre croyance. Autant la divination, je peux vous donner des exemples extrêmement précis, autant là, évidemment, c'est une perception que j'ai. Je pars du principe que, en effet, on a le sentiment, et c'est pour ça que depuis la nuit des temps, les hommes essayent de discuter avec les éléments, à un autre niveau de conscience que cet état d'incarnation, qui est un état complètement limité, on peut recevoir des informations pour justement se diriger, et se diriger le mieux possible pendant cette période de piégeage, pour arriver à en faire quelque chose de le plus constructif possible. Et quand on est piégé, Maud Christine, une fois qu'on est piégé et qu'on a ce sentiment d'enfermement, qu'est-ce qu'on peut faire selon vous pour parvenir petit à petit à s'éveiller à autre chose et pour développer en nous un petit peu de compassion pour les autres? Qu'est-ce que vous pourriez conseiller? J'étais tentée à un moment, je vais peut-être le faire, à un moment je m'étais dit, il faudrait faire des groupes de prière. Je m'étais dit, il faudrait qu'on se travaille sur des sujets en disant, voilà, aujourd'hui on prie par exemple pour toutes les... Moi j'ai l'impression que notre monde crée un niveau de souffrance. Quand je pense par exemple aux animaux dans les élevages, quand je pense à tous ces Amazoniens qui sont en train de se faire empoisonner par les compagnies pétrolières sans aucune sanction, je trouve que ça serait soulageant de créer des groupes de prière qui, quelle que soit, j'ai envie de dire, la confession ou les systèmes spirituels des membres, essayent d'apporter de la lumière et de l'amour à toutes ces victimes. Vous voyez, c'est quelque chose qui me tenterait vraiment. Voilà. De me dire, sur ce plan, je ne peux pas agir, mais sur un autre plan, je peux peut-être agir. Et quel est l'intérêt de la prière selon vous? À quoi est-ce que ça vient nous relier et qu'est-ce que ça vient éveiller en nous? Ce que la prière produit, c'est de nous remettre en contact avec la part de lumière qui est en nous, qui est une part immortelle, et qui est une part qui est tout amour, toute paix, toute bonté, toute générosité, et qui n'a strictement rien à voir avec nos blessures narcissiques, nos souffrances, notre ego, nos envies. Et d'une certaine manière, ce que la prière nous permet, c'est véritablement, c'est comme une espèce de douche de l'âme, vous voyez, de replonger cette part de nous-mêmes qui est, donc nous sommes incarnés, emprisonnés dans la matière, de la ramener de là où elle vient. Pour moi, c'est là où c'est
c'est ce qui nous caractérise vraiment. Bien que je crois aussi, vous m'arrêterez si je vous dis des bêtises, mais comme les bouddhismes, qu'au fond, la part de nous la plus supérieure n'est pas individuée, vous voyez? Enfin, Bien sûr, dans la plupart des traditions bouddhistes, un des termes qui sert à exprimer l'éveil spirituel, c'est l'extinction. Sous-entendu, l'extinction de l'ego individuel, hein, du moi. Euh, c'est donc ça qui permet un retour à l'unité, à la lumière d'une certaine manière. Selon vous, est-ce que cette lumière est présente en chaque être? Vous qui aimez tant comme moi les animaux, est-ce que les animaux cheminent aussi spirituellement? Qu'est-ce que ça signifierait pour un animal d'avoir un chemin spirituel? Je me pose la question parce que j'ai 2 chats et un chien et je me demande souvent quelle attitude adopter pour favoriser au mieux leur propre cheminement. c'est-à-dire qu'il y a chez l'animal une authenticité, une vérité qui peut pas vraiment être comparée. Enfin, aucun animal, par exemple, n'en torture un autre. Vous voyez, il y a un propre de l'homme dans l'horreur. Oui, les chats sont des tueurs quand même. Oui, mais tuer ne veut pas dire torturer. Et quand ils jouent avec une souris, ils n'ont pas de jouissance de la faire souffrir. Ils sont habités par le problème de la prédation. Ce sont des prédateurs. Je ne sais pas si les animaux cheminent spirituellement parce que je trouve qu'ils sont déjà tellement dans la vérité, déjà tellement dans la beauté, déjà tellement dans. Mais là, c'est difficile pour moi parce que d'abord avec mon compagnon, on a sauvé 30 chiens. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, mais je vis quand même avec 30 chiens. Des chiens qui sont tous évidemment, qui étaient tous dans une situation difficile. Et vous voyez, moi, mon maître spirituel, c'est une de mes chiennes qui est une galga que nous avons trouvée avec la patte fracturée, non soignée, donc elle a dû vivre un enfer parce qu'avoir une fracture non soignée, c'est une chose absolument affreuse. Et il n'y a pas d'être plus dans la joie, plus dans la confiance et plus dans la curiosité et dans l'amour que cette chienne qui a dû vivre un enfer. Et tout est joie pour elle, tout est plaisir pour elle, tout est émerveillement pour elle. La joie qu'elle a quand elle me voit le matin, la joie qu'elle a. Nous avons eu un petit bébé chien récemment quand elle l'a vu. Oh, mais qu'est-ce que tu es mignon. Elle était dans un contentement. Et elle courait, elle joue avec sa patte arrière qui restera éternellement raide. Mais il n'y a aucun problème. La vie est parfaite. Pour moi, oui, c'est un maître. Ils sont tellement dans la vie. Comment penser à leur évolution? C'est eux qui nous font évoluer. C'est pas moi. Moi, j'ai pas de projet pour son évolution, pour leur évolution. Il y a une sensibilité, il y a une authenticité dans le regard de l'animal, dans le contact avec l'animal, dans le corps à corps avec l'animal. C'est quelque chose de très physique, le monde animal. C'est de l'amour pur. Ce que je ressens pour les animaux, c'est quelque chose c'est comme s'ils étaient moi, même peut-être plus important que moi. Leur joie est ma joie. Alors, évidemment, le revers, c'est que leur peine est ma peine et que quand je pense, par exemple, aux animaux dans les abattoirs, j'ai du mal à être pacifiste. Enfin, c'est vrai que ça donne des envies d'utiliser des pics à glace. J'ai beaucoup de mal. Mais alors là, tout ce que vous venez de nous dire sur les animaux et sur votre relation aux animaux montre que finalement, quand bien même notre monde est compliqué, on peut encore y trouver une véritable joie à l'intérieur même de ce monde en y étant un peu présent et en ayant un rapport au monde un peu rafraîchi, on peut encore trouver une forme de bonheur dans ce monde-là. Et ça paraît important de le souligner parce qu'on peut vraiment se sentir emprisonné, enfermé dans ce monde. Et ce que vous décrivez là dans votre relation aux animaux, ça montre que il y a toujours une occasion pour la joie, l'émerveillement et le bonheur finalement. C'est-à-dire que c'est pas que la douleur de l'emprisonnement, enfin, ce que les bouddhistes ont très bien compris, et ce que je partage totalement, c'est l'idée que, compte tenu de la façon dont on est constitué, le bonheur, j'ai envie de dire, sans nuage, n'est pas possible sur Terre. Ça me paraît vraiment très important. Donc c'est pas la peine de courir après ça, parce que ça n'existe pas. Et moi, par exemple, je vois des gens qui sont vraiment fabuleusement riches, mais ils veulent toujours être encore plus riches. Je vois des gens incroyablement connus, mais ils veulent encore être plus connus. Et surtout, il y a cet autre, l'adversaire, le rival, qui lui aussi, qui vient de faire un film qu'ils auraient voulu faire, ou qui a acheté l'entreprise qu'ils auraient voulu acheter, l'ennemi. Et quand bien même on a tout, et plus on a, et plus bien sûr on veut ce que l'autre a. L'idée qu'on peut assouvir ses désirs, c'est vraiment quelque chose qui est d'une naïveté, mais impardonnable. Par définition, le désir ne pourra pas être assouvi. Le désir ne s'assouvit pas, il se combat, mais il ne s'assouvit pas. Alors maintenant, il est clair que, comme dans chaque être, il y a un mélange de matière et de lumière, on peut apprendre à voir cette lumière.
à des endroits où personne ne la voit. C'est une espèce de chasseur de lumière. Et cette lumière, elle est là où personne ne l'attend. Vous comprenez bien. C'est extrêmement facile de s'émerveiller, par exemple, sur un bel opéra. C'est pas de ça dont je suis en train de parler. Je parle du regard de l'enfant qui, pour la première fois, a une fleur dans les mains. Je parle de la qualité de regard entre deux vieux qui se parlent. Je parle de le reflet de la lune sur une flaque d'eau. Je parle du mouvement que fait le vent dans les feuilles des arbres. C'est ça, cette chasse-là. Et là où le monde me propose en modèle des êtres qui sont clairement livrés aux parts les plus sombres et les plus sordides d'eux-mêmes, choisir d'observer et de regarder des êtres humains qui, quelle que soit leur culture et leur âge, sont, à travers le moindre geste qu'ils font, dans l'expression de leur beauté, de leur noblesse, de leur lumière. Chasseur de lumière, c'est regarder le travail du luthier. Ici, on a une boutique de lutherie, j'aime bien. Et quand je passe, je regarde le mec. Et j'adore le mouvement de ses mains sur le bois, et la justesse qu'il y a là-dedans, et la beauté qu'il y a là-dedans. Mais est-ce que quelque part, les gestes du luthier ne sont pas si beaux parce que lui-même est si présent à ce qu'il fait ? Si, bien sûr, parce qu'il est présent à ce qu'il fait, et surtout parce que son plaisir est dans ce qu'il fait, parce que c'est quelque chose de pur. Il n'est pas en train de faire quelque chose pour obtenir autre chose. J'ai envie qu'on mette de la lumière sur des gens comme ça. J'ai envie qu'on mette de la lumière sur des luthiers. J'ai envie qu'on mette de la lumière sur des botanistes. J'ai envie qu'on mette de la lumière sur des pâtissiers qui font bien leur boulot. J'ai envie qu'on mette aussi la lumière sur tous les gens totalement ordinaires, qui font des choses extraordinaires. Et vous voyez, à Dharamsala, j'ai aimé les visages, j'ai aimé les êtres, j'ai aimé la beauté des gens, j'ai aimé leur profonde humanité, j'ai aimé leur profonde beauté, une beauté d'une très très grande intensité, d'une très grande intensité. Pour moi, c'est la civilisation. Vous voyez ce que j'ai pu voir à Dharamsala, c'est la civilisation, c'est une expression de la civilisation. Et c'est ainsi, humblement, que j'ai tenté moi-même, avec ma petite lanterne, de mettre un petit peu de lumière sur Maud Christène, son travail et ses réflexions si précieuses. Je la remercie très vivement de s'être prêtée à cette interview et d'avoir répondu à mes questions avec autant de franchise, d'honnêteté, de précision et de rigueur. Vous pourrez retrouver Maud Christène sur son site internet, dont le lien est disponible dans la description de ce podcast. Vous pourrez également y retrouver le site internet de son école, ainsi que le blog qu'elle y tient. J'espère très vivement que ce podcast vous a plu, et si c'est le cas, abonnez-vous pour vous tenir au courant des suivants. Et en attendant, puisse chacun d'entre vous devenir, comme Maud Christène nous y invite, des chasseurs de lumière au quotidien. La petite lanterne. La petite lanterne.